Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le 21e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois. J'ai pris un peu de retard sur mes lectures du mois d'août parce que je voulais absolument rattraper mon retard sur Inomaru Sumo, et ce n'est pas le seul manga dont je me suis décidé à me lancer dans les reviews, vous allez voir. Mis à part ça, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur Utip en regardant quelques petites pubs, les liens sont disponibles en description. Et bref, encore une belle sélection ce mois-ci, je vous donne rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, voici le timecode. Vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas, mais aussi pour éviter d'éventuels spoils, même si je préviens toujours. Les mangas sont toujours aussi classés par éditeur. On va, comme vous vous en doutez, commencer par aborder Inomaru Sumo à l'occasion de la sortie de son 16e volume. Bon, premièrement, je tiens à préciser que j'étais un fan de la première heure dès ses débuts au Japon dans le Shonen Jump. Je suivis les scans pendant un petit moment, puis j'ai fini par drop pour une raison inconnue, sans doute par flemme, avant de reprendre par les tomes il y a quelques jours. C'est donc avec pas mal de recul que je peux vous dire qu'il s'agit d'un manga de sport tout bonnement incroyable. Je kiffais déjà, mais là, le manga a pris une toute autre dimension depuis quelques tomes. Des combats d'une intensité remarquable, dignes de rester dans la mémoire du genre sportif, et pourtant, on parle de sumo. Et c'est ça qui rend Inomaru Sumo bien plus méritant justement. Difficile de rendre les lecteurs concernés par un sport qu'ils jugent a priori ridicule. La claque n'en est que plus forte, lorsqu'on finit par accrocher au délire. Il ne m'a suffi que d'un seul tome pour ma part. Actuellement, on est en plein tournoi national, alternant les tournois solo et par équipe. Chaque tome est ultra divertissant, clairement plus ça avance, plus c'est lourd. Autant vous dire que j'ai rattrapé la série au bon moment, puisqu'avec le tome 17, il sera marqué par la grande finale du tournoi national, les enjeux sont cruciaux, la tension est pesante, toutes les conditions sont réunies pour nous faire vibrer et j'ai vraiment hâte. Mis à part ça, je l'avais bien entendu sélectionné dans ma liste des mangas incontournables du Shonen Jump pour la vidéo dédicat, et je peux vous assurer que je lui réserverai une autre critique prochainement aussi. C'est simple, si t'es fan d'Aishil 21, tu ne peux que kiffer Inomaru Sumo, puisqu'il retranspose les mêmes codes que ce dernier sur le sumo. Pourtant, je n'apprécie pas particulièrement le principe de comparer de deux œuvres différentes, mais pour le coup, je juge qu'ici, c'est plutôt pertinent au contraire. Bref, je m'attarderai sur ce point dans une critique développée où je prendrai le temps qu'il faut pour mettre Inomaru Sumo en lumière, dans une belle auto-critique par exemple. Quand je sais pas, mais ça viendra avant la fin de l'année, ça c'est sûr. On passe au manga des éditions Kaze avec le tome 16 de Rikudo. Même cas pour moi, petite session de rattrapage avec les tomes 13 à 16, et j'étais loin d'imaginer que l'histoire prendrait une telle tournure. Ne vous en faites pas, je ne spoilerai pas, et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que j'avais fait un nota break sur Rikudo, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en description. Rikudo, c'est de très bons personnages et principalement un protagoniste finement écrit et ô combien attachant au vu du lourd passé qu'il porte sur ses épaules. Des épaules qu'il consolide à chaque combat sur le ring, le seul endroit où il a sa place à ses yeux. J'ai beaucoup aimé ces derniers tomes car il a enfin réalisé qu'il aimait réellement la boxe alors que jusqu'à maintenant, il se servait davantage de ce sport comme d'un prétexte pour devenir fort afin de protéger ceux qu'il aime. Prêt à cracher ses poumons sur le ring et justement les combats sont d'une intensité remarquable, à la différence d'un hippo qui se veut essentiellement sportif. Dans Rikudo, les combats de boxe dégagent une sensation d'oppression, on sent que chaque coup est d'une violence sans commune mesure, chaque coup peut finir en KO et pour faire court, on ressent toute la dangerosité de la boxe tout simplement. A l'instar de Hashita Nojo, il y a deux hommes qui montent sur le ring, mais il y en a un seul qui en ressort. Un propos social plus que jamais accentué récemment, avec une mise en avant des plus sombres côtés de la boxe, des tomes qui confirment en quoi j'aime ce manga, j'étais dans une PLS totale. C'est juste incroyable, je vous dis pas, le 14e volume restera l'un des meilleurs que j'ai lu, toute œuvre confondue. Sans spoiler, je fais référence au combat de Riku face à Kamishiro. Que de combats spectaculaires encore une fois, y a pas à dire, en manga de sport il y a rien de mieux que la boxe, lisez Rikudo. Toujours chez Kaze, on passe au roman La lettre de Norman de The Promised Neverland. Alors tout d'abord, j'aimerais saluer l'initiative des éditions Kaze de nous avoir proposé un support audio pour le prologue du roman. C'est vraiment très immersif, ça nous place directement dans l'ambiance et si c'est déjà un gros point fort du manga, on peut dire que le support audio la retranscrit à merveille. Dans le fond, le roman est plutôt sympa aussi dans la mesure où il permet d'étoffer un peu plus l'univers de la série. Moi qui affectionne particulièrement Norman pour son intelligence, pour le fait qu'il ait toujours ce petit coup d'avance sur les autres, là on nous détaille totalement son plan, un plan qu'il a minutieusement mis en place et projeté sur le long terme pour que tout s'articule et se déroule comme il l'avait prévu, c'est vraiment le Mindstorming le type. Un roman qui donne davantage de profondeur à un personnage emblématique de la série, donc j'estime que ça mérite qu'on s'y intéresse. D'autant plus que je ne suis pas spécialement un gros lecteur de romans, donc si vous avez des appréhensions D'autant plus que je ne suis pas spécialement un gros lecteur de romans, donc si vous avez des appréhensions par rapport à ça, allez-y franchement, tentez l'expérience, ça vaut le coup. On retourne sur du manga et du seinen avec le tome 4 de Jagan, toujours disponible aux éditions Kaze. Un tome plutôt sympathique encore une fois, principalement sur sa fin avec un terrible cliffhanger qui annonce que du bon pour la suite, clairement le plus lourd est à venir.
Bon, je vais essayer de pas trop spoiler, mais globalement ce qui ressort de ce tome pour moi concerne le développement de Jagasaki, ainsi que sa notion de la justice. Une justice qui le remet en question, lui qui est entouré des héros de la Triple H. Chacun des membres ont des motivations différentes, ils n'ont pas choisi de devenir des héros sans raison. L'auteur prend donc le temps d'apporter un petit background à chacun d'eux qui se développe au fil des volumes. Pourtant, malgré cette notion d'héroïsme et de justice, l'univers sombre du manga reprend très vite le dessus, afin de faire redescendre certains personnages à leur triste réalité. Je n'en dirai pas plus, mais l'aspect tragique et dramatique a été parfaitement géré dans ce tome 4. Je m'y attendais pas, et tant mieux, puisque ça m'a agréablement surpris. Comme d'habitude, le fait que les médias s'en mêlent et que les citoyens lambda soient impliqués directement dans les galères face auxquelles les héros sont confrontés, fait que le tout prend des proportions énormes. Forcément, les conséquences qui en découlent n'en sont que plus grandes, étant donné que des innocents finissent par perdre la vie. Voilà, il y a une petite nuance entre les discours de justice mis en avant par certains héros, et leurs actes pleins de folie mais ô combien imprévisibles, qui ne semblent même plus clairement faire la différence entre le bien et le mal. Voilà, Jagen c'est toujours aussi intéressant. Du côté de Doki Doki, je vous propose une petite pépite, Strange Fruit de Asada Atsushi et Ishikawa Tatsuru, une série courte en 3 volumes. Dans cette petite ville pleine de secrets, elles sont les fruits du cauchemar du passé. Après des années d'absence, Tsubaki revient à Jumonji, sa ville natale, pour y poursuivre ses études. Tout à sa joie de retrouver ses amis d'enfance, Mika et Moeko, elle semble pleine de vie et insouciante. Pourtant, Tsubaki garde en elle un indicible secret. Ces incessants cauchemars sont-ils liés à une affaire sortie de la mémoire collective qui avait pourtant défrayé la chronique il y a 10 ans, celle de la disparition inexpliquée d'une toute jeune fille. Citée en apparence paisible, Jumonji cache en réalité bien des mystères dans lesquels nos héroïnes vont inexorablement s'enliser. Bon, je sais que ce petit synopsis a suffi à vous hyper, mais je vais quand même vous donner quelques raisons de vous intéresser à cette série. Tout d'abord, il est vrai que pour l'originalité, on repassera, mais il faut aussi avouer que quand c'est aussi bien foutu, ce genre de petit thriller marche à merveille. On va pas se cacher, le concept de revenir dans ta ville natale, là où sommeille l'un de tes traumatismes qui cause tes cauchemars chaque nuit, rend forcément le titre très aguicheur. Mes appréhensions quant à la courtesse de la série ont vite été estompées puisque les auteurs savent où ils vont dès le départ. Plus on avance et plus les engrenages prennent vie. L'ambiance est à la fois pesante tout en proposant des petits aspects de fraîcheur basés sur la nostalgie. On découvre les lieux à travers Tsubaki qui va très vite se rendre compte que sa ville natale a considérablement changé durant ces dernières années. Les mystères prennent place, la lecture devient fascinante et nous envoûte totalement autour des circonstances de la disparition d'Anna. Est-elle morte? On sait pas encore. Avait-elle un lien avec Tsubaki? Qui est le responsable derrière cette folie? En tout cas, une chose est sûre, les mystères sont bel et bien au rendez-vous, donc je vous recommande forcément Strange Fruit si vous cherchez une très bonne série courte et si vous validez mon accent anglais. On poursuit avec le tome 3 de Les Liens du Sang, disponible aux éditions Kiun, à qui j'ai récemment réservé un nota break et même une vidéo mangaka sur son auteur Shuzo Oshimi. Il s'agit clairement d'un de mes gros coups de cœur du moment. Bon, ça commence à faire un sacré long moment, mais ça en dit long justement sur la qualité du manga. Les Liens du Sang nous racontent l'histoire d'une relation maternelle assez atypique, un événement tragique volontairement causé par la mère Seiko qui a littéralement tout chamboulé dans la vie de son fils Sei. Une relation plus que jamais tendue se tisse entre eux, l'un nous dévoilant un traumatisme matérialisé par l'apparition de bégaiements soudains alors qu'il n'avait jamais eu le moindre mal à s'exprimer jusqu'ici, tandis que l'une se dévoile peu à peu. On sent qu'un mal ronge profondément Seiko et que la cause de son malheur, ou peut-être même de son mal-être, ne date pas d'hier. L'ambiance qui se dégage de ce titre est toujours aussi malsaine, sans pour autant que l'on tape dans le fantastique, le fantasy, le surréaliste. Non loin de là, c'est un quotidien que l'on suit, un quotidien familial avec son lot de disputes et de tensions. Encore une fois, je ne peux que saluer la patte artistique de Shuzo Oshimi qui aborde un trait très soigné, de plus en plus effacé, qui finit même par dégager toute la sincérité et la pureté de la confession de Seiko lorsqu'elle exprime ce qu'elle a sur le cœur à son mari. Sei découvre alors sa mère sous un nouveau jour, sans filtre et surtout dans la plus grande transparence. Oshimi ne laisse vraiment rien au hasard et c'est aussi ça que j'admire chez lui. On peut observer la moindre nuance et le moindre contraste des propos qu'il avance, aussi bien artistiquement que scénaristiquement parlant, et voilà, c'est puissant. On enchaîne avec le second volume de Balthazar, La guerre dans le sang, chez les éditions Meian. Alors j'avais parlé du premier tome dans la précédente lecture, et j'avais assez bien accroché, du coup qu'en est-il de cette suite? Eh bien ce tome 2 s'inscrit dans la continuité idéale de ce à quoi j'attendais. Si Kingdom met admirablement bien en avant les côtés stratégiques de la guerre et tous les aspects en lien avec celle-ci à prendre en compte, le tout est aussi rendu spectaculaire en grande partie grâce aux capacités physiques extraordinaires de ses personnages. Or dans Balthazar, on se concentre sur une approche réaliste de la guerre et les stratégies proposées font elles aussi preuve de réalisme. Le but n'étant pas de comparer les deux séries afin de savoir qui est la plus grosse, mais justement de vous montrer que Balthazar aborde lui aussi le thème de la guerre, mais dans un registre totalement différent de Kingdom. Sans oublier le concept de l'école militaire qui apporte un peu plus de fraîcheur dans un registre très courant, voilà pour ce qui est du genre de la guerre au niveau des mangas, on est assez bien servi, et pourtant cela n'empêche pas Balthazar de tirer totalement son épingle du jeu. Je rajouterai que la morale des soldats est super bien gérée. Faire la guerre, c'est tuer des ennemis, mettre fin à des vies, ce qui pèse considérablement sur les consciences des jeunes apprentis. Certains ont même plus peur de tirer sur les autres que de se faire tirer dessus. Il y a une petite nuance à ce niveau-là qui méritait également d'être appuyée. Voilà, donc j'attends impatiemment la suite. Et enfin pour terminer, on conclut cette vidéo avec Kamuya Ride, disponible aux éditions Vega.
Une petite nouveauté de Masato Issa, qui n'est autre que l'auteur d'Area 51 ou encore Jabberwocky, et rien que ça a le mérite d'attirer notre curiosité. Japon vers l'an 400, le royaume s'embrase. La révolte gronde chez les chefs des clans locaux, opposés au maître du pays, la dynastie Yamato. Pour réprimer la rébellion, une armée est envoyée par le roi avec à sa tête son propre fils, Yamato Takeru. Cependant, les troupes comme le prince subissent une lourde défaite dans leur périple vers l'ouest. Le jeune homme ne doit son salut qu'à l'intervention d'un étrange combattant, Kamuya Raid, qui s'attaque à ce qui semble être la source de la dissidence. D'anciennes divinités soudain revenues des limbes. Yamato Takeru découvre que derrière les complots se cachent les dieux des différentes provinces du Japon, endormis depuis le début du règne des hommes. C'est donc l'équilibre du royaume tout entier qui est menacé. Alors tout d'abord, qui dit Masao Issa dit style très particulier. Son coup de crayon est pour le coup vraiment atypique avec des traits assez appuyés, entre guillemets qui rendent le tout un peu cartoonesque, ce qui rend aussi l'ambiance de ces séries unique. Difficile de me faire un avis sur ce premier tome, je l'ai lu d'une traite, ça se lit facilement, mais je suis quand même resté sur ma faim. Cela dit, l'auteur se sert encore d'une base historique qu'il met en œuvre avec un propos de science-fiction tout en rendant hommage au Japon ancestral et sa richissime culture, ce qui nous donne un mélange plutôt intéressant et original pour le coup, alors loin d'être flamboyant pour le moment, mais cela pourrait éventuellement laisser entrevoir de belles choses pour la suite de l'histoire. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'habitude pour savoir ce que vous lisez en ce moment et si vous lisez des mangas que pas de ma petite sélection. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera la meilleure de ma chaîne, voilà. La vidéo sur Ashita no Joe, tant attendue depuis des mois, depuis des années pour certains, arrivera enfin demain, c'est dit. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.